Gaudi44 me dit « Je sais qu'Habib Beye n'est pas ton meilleur ami, mais il faut reconnaître qu'il fait un excellent travail à Rennes. Vos relations se sont dégradées pour quelle raison ?» Elles se sont dégradées parce que quand je suis parti me faire greffer, il est devenu un peu calife à la place du calife et qu'il a mal vécu mon retour. En tout cas, c'est la façon dont je l'ai perçu, moi. Je trouvais qu'il avait un ton assez méprisant à mon égard en plateau, du genre « Moi je sais, toi tu ne sais rien ». Et ça me saoulait. Il y a un jour, effectivement, où ça m'a saoulé encore un peu plus fort que d'habitude et où j'ai pété les plombs. Et où on a failli en venir aux mains. Maintenant, voilà, je peux t'engueuler avec quelqu'un et pas en faire un ennemi mortel. Moi, je suis très content qu'il ait trouvé un club, parce que c'est vraiment ce qu'il voulait depuis longtemps. Pour l'instant, j'ai du mal à juger son apport à Rennes, parce que, encore une fois, l'équipe a été totalement bouleversée dans ce mercato d'hiver et c'est très difficile de commencer des matchs avec 5, 6 nouveaux joueurs. Effectivement, une équipe qui est en pleine recherche d'automatisme. Bon, ils ont battu Strasbourg avec énormément de réussite. Après, bon, ils ont gagné à Saint-Etienne et contre Reims, ce qui me semblait être un petit peu la moindre des choses. Ils ont été nettement dominés par Lille. Après, c'est vrai que le match contre Reims a été très mauvais. Mais encore une fois, je lui en attribue pas la responsabilité parce que je pense que c'est trop tôt pour qu'il se fasse un avis. Je pense que déjà il a eu le super flair d'intégrer le jeune Cissé au milieu de terrain qui me semble être un excellent joueur. J'attendrai un petit peu de le juger, j'attendrai surtout que le ménage soit fait à la fin de la saison. Kwaku Seplou me dit « Que penses-tu du système de jeu de Zerbi? Quel que soit l'adversaire, il ne change pas de système. » Oui, c'est quelque chose qui m'a frappé contre Auxerre, parce que tu savais qu'Auxerre allait t'attendre, tu savais que tu allais avoir un bus amélioré et qu'Auxerre allait essayer de te prendre en compte, et tu changes pas ton dispositif qui, quand même, il faut bien le reconnaître, extrêmement prudent, avec beaucoup de joueurs à vocation défensive. Et je pense que effectivement, il aurait pu faire des changements beaucoup plus tôt et donner un peu plus de vitesse et de punch à son attaque. J'ai peur qu'il soit parfois effectivement un petit peu englué dans sa tactique et ses certitudes footballistiques. Thibaut Momer me dit « Il est où ce fameux restaurant chez Gabriel ?» Il est au marché de la Baule, c'est un tout petit truc. Où il y a des fruits de mer, quelques plats autour de fruits de mer, voilà. Et Mélissa va y travailler toute la saison qui arrive là. Donc j'y serai peut-être encore un petit peu plus souvent que d'habitude. Donc si vous voulez retrouver ma ganache, ce sera par là que ça se passera. Thibaut Momer me dit « Vois-tu un meilleur arrière-droit dans les principaux championnats européens qu'Hakimi ?» Et moi, mon problème, c'est que j'ai du mal à voir vraiment Hakimi comme un arrière-droit. Dans sa position, oui, mais dans son expression tactique, non. Il est tellement offensif, il a mis 2 buts hier. C'est un joueur qui se projette quand même énormément vers l'avant, et on verra justement contre Liverpool. Alors, c'est pas de son côté qu'il va y avoir le plus gros danger, hein. Mohamed Salah, il est de l'autre côté, et ce sera plutôt pour Nuno Mendes. Pas forcément une bonne nouvelle d'ailleurs, mais oui, dans un rôle extrêmement spécial, avec une équipe vraiment concoctée par Luis Enrique pour lui laisser un maximum de liberté sur le plan offensif, ça peut être intéressant, mais n'oublions pas quand même que hier dans le match, c'est souvent Marquinhos qui allait sur Fofana au duel lorsque Fofana débordait, parce que Hakimi, il était devant. Éric Gauthier me dit « Penses-tu que certains clubs de Ligue 1 seront relégués administrativement en fin de saison, ou penses-tu que le fonds de secours de la Ligue comblera les trous et la DNCG pourra être clémente ?» Je pense que c'est toujours pareil, ce sera une question d'ampleur du déficit. J'imagine que avec les efforts financiers très importants qu'a fait Laurent Nicolin, le déficit de Montpellier ne sera pas si important que ça. Donc voilà, je pense qu'effectivement, peut-être que la DNCG va être un petit peu plus clémente et un petit peu plus cool, parce que
tu peux pas non plus tuer ton championnat. Maintenant, tu peux pas non plus conserver un club sous respirateur artificiel si le trou il est monstrueux. C'est un problème et c'est quelque chose qu'il va falloir effectivement regarder avec attention. Stéphane Steff me dit, pourrais-tu nous faire un classement des 5 stades avec la meilleure ambiance à ton goût et un top 5 des clubs où tu trouves les supporters soit les plus disciplinés et les plus fair-play dans ce championnat de Ligue 1. Bon, en termes d'ambiance, je veux pas être original, hein, Marseille, Saint-Étienne, Lens, Strasbourg, Nantes, peut-être Paris aussi. Le fair-play, comme ça, j'aurais plutôt envie de dire Strasbourg, parce que déjà Strasbourg, ils sont extrêmement fair-play avec l'adversaire, puisque les 15 premières minutes, ils ferment leur gueule. Mais non, le fair-play, je suis pas certain que ce soit d'ailleurs ce qu'on demande à un public en priorité. Peut-être que les publics les plus fair-play ne sont pas certainement ceux où il y a des stades où il y a la meilleure ambiance. Je pense par exemple que le public de Rennes est globalement assez fair-play. Alex Penon et ses questions à rallonge. L'équipe de France féminine a démarré ce vendredi sa Ligue des Nations dans le plus grand anonymat. Comment expliquer ce recul d'élan populaire et de médiatisation autour du foot féminin, pourtant si prometteur au début des années 2010? Malgré l'arrivée du championnat sur Canal, rien n'a évolué. Le problème de mentalité, de niveau, résultat décevant de l'équipe de France, absence de tête d'affiche comme Mbappé ou Dupont. C'est vrai que j'ai l'impression que plus personne ne s'intéresse au foot féminin en France. C'est vrai que le peu de fois où je tombe sur quelques minutes de match, il y a des fois des matchs qui ont lieu dans des stades incroyables. Je veux dire, même les matchs du PSG à Poissy, bon, c'est sur une plaine de jeu, quasi à perte de vue. Enfin, il n'y a pas d'ambiance, il n'y a pas de public, il n'y a rien, quoi. Moi, quand je vois ça, je vois un championnat en danger de mort. D'autant plus que tu as des pays, notamment l'Angleterre évidemment, mais aussi l'Italie, l'Espagne, qui sont en train, eux, d'investir de façon conséquente dans le foot féminin et qui bénéficient aussi de la passion plus grande qu'il y a dans ces pays-là que pour le football qu'en France. Et puis au niveau de l'équipe de France, c'est sûr que la génération Renard, le Sommer, tout ça, elle est passée à côté des grandes compètes qu'elles ont disputées et que la nouvelle génération arrive n'est pas au niveau. Donc c'est vrai que le tableau est assez sombre. Alexandre Nadal-Ojo me dit, les propos polémiques de Longoria sur la Ligue et les arbitres ont-ils pas fait trop oublier la belle prestation de Auxerre samedi soir dans son style et avec un Gaëtan Perrin qui fait une saison surprenante, lui qui a longtemps évolué à l'étage inférieur? Oui, absolument. On me l'a même reproché de plus parler de la défaite de Marseille que de la victoire d'Auxerre. Mais bon, quand tu parles d'un match, tu es obligé de prendre un angle. Et je suis désolé, l'événement de ce match-là, c'est la défaite 3-0 d'Auxerre et pas la victoire d'Auxerre. Après, effectivement, tu peux t'arrêter là-dessus et reconnaître qu'Auxerre a parfaitement joué le coup contre Marseille, comme à l'aller, en étant bien regroupé derrière et en utilisant magnifiquement les ballons de contre, puisque le premier et le deuxième but ont été marqués sur des contres. Voilà, c'est Pélissier, c'est le football que préconise Pélissier, qui est pas forcément toujours extrêmement spectaculaire, mais qui peut être parfois diablement efficace. Alors ça faisait longtemps qu'Auxerre n'avait pas gagné un match. On va voir si c'est juste une super perf isolée ou si ça va les relancer sur une bonne série comme ils avaient pu le connaître en début de saison. Alex Penon me dit, on sait, suite à tes différentes prises de position, que tu ne cautionnes pas l'arrêt des chaînes C8 et Énergie 12. Si on entend tout et son contraire sur les raisons de cette décision, penses-tu qu'il s'agit d'une décision politique suite aux prises de position de TPMP, notamment sur la situation actuelle du pays, mais aussi le vaccin, les gilets jaunes ou encore les agriculteurs? Si c'était le cas, ne serait-ce pas là le symbole d'une société fracturée dans laquelle la différence d'opinion et la liberté d'expression seront menacées? Ben, évidemment. Évidemment, j'ai fait une vidéo qui a bien marché sur l'arrêt de C8, parce que moi j'assiste bien, c'est pas l'arrêt de TPMP, c'est l'arrêt de C8, et selon même ce qui circule, TPMP s'arrêtera pas et sera décalé sur ses stars, et
Et voilà, et si demain t'as Hanouna qui fait tous les jours 18h40, 21h15 sur ses stars, qu'est-ce qui va changer pour Hanouna? Rien. Par contre, ça va changer pour l'énergie, pour l'abro, pour les animaux, pour même si a priori elle pourrait être casée sur TF1, sur l'émission sur l'automobile. Voilà, encore une fois, effectivement, les révélations qu'a fait un journaliste du JDD sur cette conversation entendue de mecs de l'Arcom dans un restaurant qui disaient qu'on leur a demandé d'avoir la peau d'Hanouna, c'est assez incroyable. Et ce que je trouve incroyable, c'est que Rachida Dati ne l'ouvre qu'une fois la décision prise par le Conseil d'État, alors qu'elle est ministre de la Culture. Je pense qu'elle aurait pu peser de son poids si elle avait voulu que cette chaîne existe encore, même si effectivement l'Arcom est supposée être indépendante du gouvernement. Laissez-moi rire. Je trouve ça extrêmement triste qu'on mette 400 familles au chômage. Après, je veux bien qu'on me dise « ouais, mais c'est de la faute d'Hanouna ». Non, c'est pas la faute d'Hanouna. Hanouna, il fait une émission, elle vous plaît, vous la regardez, elle vous plaît pas, vous la regardez pas. Elle fait plus de 2 millions de gens tous les soirs, et ça aussi, ça se respecte. Comme on doit respecter 11 millions de gens qui votent RN, comme on doit respecter 7 millions de gens qui votent LFI. Voilà, il faut qu'on respecte le pluralisme en France et qu'on respecte la liberté d'expression des uns et des autres. C'est pas le cas, malheureusement. Nami me dit, j'ai 2 questions. Qu'avez-vous pensé du match de Kylian Mbappé contre Manchester City? Pensez-vous que Jérôme Rotten est crédible lorsqu'il parle du PSG, étant donné sa proximité avec Nasser El Khelaifi? Écoute, le match de Kylian contre Manchester City a été formidable, compte tenu aussi des errances défensives assez terribles de Manchester City. Mais enfin bon, maintenant, si on commence à banaliser le fait de mettre 3 buts en 16e de finale de Ligue des Champions, je pense que ça commence à être quand même très très compliqué. Mais bon, encore une fois, je suis habitué à ce qu'on minimise tout ce que Mbappé fait de bien et qu'on détruise tout ce qu'il fait de moins bien. Quant à Jérôme Rotten, c'est-à-dire que l'année dernière, il n'arrêtait pas de faire des lipettes à Mbappé jusqu'au moment où effectivement, il l'a eu en interview dans son émission. Et là, aujourd'hui, le retournement de veste, il est assez spectaculaire parce que maintenant, l'autre jour, là, j'étais à Rennes pour aller voir mon chirurgien pour le genou, donc sur le chemin du retour, j'ai écouté l'émission de Rotten et il racontait, il le fracassait pour son rôle à Caen, alors qu'il avait mis 3 buts contre Manchester City la veille, et il n'en a même pas fait référence une fois. Donc, effectivement, ça me pose problème. Ça me pose réellement problème. Ouais.